Alors on est le 30 juin 2009 à Kingston et il y a une voiture qui va être retrouvée dans l'eau, dans le canal du Rideau précisément. À l'arrivée des policiers, au début ils pensent à un accident de voiture, une personne qui n'a pas réussi à contrôler le véhicule et qui a fini dans le canal. Mais il y a quand même un certain nombre d'incohérences qui vont les pousser à mener l'enquête. À l'aide des témoignages des proches de la victime, à l'aide du journal intime de la victime et des caméras de surveillance, ils vont non seulement en apprendre plus sur elle, mais également sur ce qui s'est passé ce jour-là. La première victime, elle s'appelle Rona et elle naît en 65 à Kaboul en Afghanistan. À ses 18 ans, alors qu'elle vient à peine de finir ses études, son père il va la marier à Muammar Shafia. Muammar Shafia, c'est pas un mec, contrairement à Rona, qui aura fait des études ou qui sort d'une famille aisée, mais c'est un mec qui financièrement s'en sort bien. Il a un magasin d'appareils électroniques dans le centre-ville de Kaboul, et donc les affaires vont très bien pour lui. Donc le mariage entre Rona et Muammar est célébré, et très vite Muammar il va commencer à demander à Rona de lui faire des enfants. Malheureusement, Rona elle va essayer, mais elle va pas y arriver. Et au bout de 7 ans, son mari sera devenu violent, mais surtout très violent mentalement. Il va vraiment être insistant à ce niveau-là, insultant à ce niveau-là. Rona, au bout de 7 ans, elle est fatiguée, donc elle lui suggère une idée. Elle lui dit, bah écoute, c'est simple, comme je ne peux pas te donner d'enfants, prends une deuxième femme. Elle pourra te faire des enfants et nous, on pourra rester mariés tous les deux. Et voilà, peut-être que les tensions dans le mariage vont s'apaiser. Muammar, il accepte, donc il prend une deuxième femme. Et c'est donc en 1988 que Muammar va épouser une femme qui s'appelle Touba. Après le mariage, les deux femmes vivent ensemble. Au début, tout se passe très bien. Et dès la première année, Touba, elle tombe enceinte. Et pendant 7 ans, chaque année, Touba va donner un enfant à Muammar. Elle va avoir 4 filles et 3 garçons. Et des 3 premières filles, il y en a une qui va s'appeler Sahar, qu'elle va donner à Rona. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. En tout cas, chez nous, les Westaf, beaucoup doucement. Mais je sais qu'au bled, moi j'ai déjà entendu des histoires comme quoi telle dame accouche et donne son enfant à telle dame parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Bon, c'est pas quelque chose qui me choque, bien que ce soit peut-être moralement pas correct pour certains, c'est quelque chose qui arrive. En 1992, à cause de la guerre qui est à Kaboul, la famille Shafia déménage au Pakistan. Elle y reste 4 ans. Après 4 ans, ils emménagent à Dubaï. À Dubaï, pour les affaires de Muammar Shafia, tout se passe bien. Pour Touba, tout se passe bien. Pour les enfants, ça va plus ou moins. Mais pour Rona, c'est de plus en plus compliqué. Parce qu'à la base, c'est la première femme de Muammar, mais son statut, en fait, elle l'a perdu au fur et à mesure du temps. Touba, qui lui a donné 7 enfants, elle jouit de privilèges que Rona n'a pas. Elle passe du statut de femme, Rona, au statut de servante. 8 ans après qu'ils aient emménagé à Dubaï, Muammar Shafia il prend sa famille pour aller en Australie et il essaye d'y faire des affaires. Malheureusement, ça ne prend pas, donc il rentre sur Dubaï. À leur retour sur Dubaï, Muammar Shafia il remet toute sa frustration sur Rona. S'il n'y arrive pas, c'est de sa faute. Rona, c'est une charge. Elle ne sert à rien du tout. Elle ne parle ni français ni anglais, donc elle n'est pas d'une grande utilité. C'est ce qu'il lui dit, Muammar Shafia. Et à cause de ça, il va être de plus en plus violent avec elle. En juin 2007, Muammar il prend une décision, il va déménager au Canada avec toute sa famille. Mais le problème, c'est qu'au Canada, tu ne peux pas avoir de femme, donc il faut qu'il prenne une décision. Et la décision que Muammar il prend, c'est d'envoyer Rona chez sa sœur à Paris, enfin en tout cas en France, je ne sais plus si c'est à Paris, pardon, mais il l'envoie en France, et il partira au Canada avec Touba et les enfants. Rona, elle est dévastée. La sœur à Rona, elle dira que tous les jours, quand elle arrivait en France, elle a fait que pleurer. Il n'y a pas un jour où elle se réveillait sans pleurer les enfants. Parce que bien que entre Muammar et Rona, la relation elle est très compliquée, il n'y en a même pas d'ailleurs, vu que c'est un mariage arrangé déjà de base, mais bien qu'il n'y ait pas d'amour entre eux, bien qu'il la bat, bien qu'elle soit vraiment traitée comme une servante, elle, ce qui lui permet de tenir, c'est les enfants. Et si tu lui retires ça, elle n'a plus rien du tout. Je rappelle également que Rona, elle parle ni français ni anglais. Tu l'envoies en France, poteau, mais c'est pour faire quoi en fait? Ça n'a pas de sens. Alors, quelques temps après l'arrivée de Rona en France, Muammar il va faire une demande de visa temporaire. En novembre 2007, la demande de visa temporaire elle est acceptée et Rona obtient un visa de 3 mois pour le Canada. Pour que Rona puisse avoir le visa, pour vous dire jusqu'où Muammar il allait, il a dit que Rona était sa cousine et qu'elle travaillait pour la famille Shafia. Que de ce fait, il fallait qu'elle soit au Canada auprès des enfants pour s'en occuper. Rona, elle s'en fiche de connaître le motif, est-ce que c'est la cousine, est-ce que c'est la tante, elle est toute contente. Donc elle rentre au Canada. Il l'installe au rez-de-chaussée de la maison que Muammar il a fait construire avant leur installation au Canada. Et en fait, dès son arrivée, Touba lui fait comprendre que, ma chérie, à partir d'aujourd'hui, tu n'es qu'une servante. Elle lui perquise son passeport. Elle lui fait comprendre que sa vie, c'est même pas lui fait comprendre, elle lui répète, et ça on l'apprend parce que Ronald l'a écrit dans son journal, que sa vie elle est entre ses mains. Elle n'a pas un téléphone, Rona, pour appeler à l'extérieur. Je rappelle également que Rona, elle parle ni anglais ni français. Les seules personnes avec qui elle échange, c'est les enfants. D'ailleurs, revenons sur les enfants. Parce que autant Rona a été malmenée, mais les enfants également. Je vous l'ai dit au début, Muammar et Touba, ils ont eu 7 enfants, donc 4 filles et 3 garçons. La dernière des filles, on ne va pas trop s'y intéresser, vous comprendrez par la suite pourquoi, mais on va s'intéresser aux 3 premières, donc Sahar, Zena et Getty.
Alors arrivée au Canada, Zena est placée dans un centre d'éducation, là où il y aura également son frère. Et là-bas, il fait la rencontre d'un homme qui s'appelle Amar Waib. Amar Waib, il est pakistanais. Les deux tombent fous amoureux de l'un de l'autre. Mais Zeina, dès le départ, elle explique à Amar que c'est très compliqué dans sa famille et qu'il faut qu'il se méfie de son frère. Que si un jour il la croise dehors avec son frère, surtout, il l'ignore. Il fait comme s'il ne l'avait pas vue, ne la regarde pas. Amar, il comprend pas très bien pourquoi au départ, mais vas-y, lui, il est amoureux, il écoute tout ce que Zeina lui dit. Un jour, alors que Zeina est seule chez elle avec Rona, elle va inviter Amar. Donc Amar, il s'y rend, ils passent un petit temps ensemble, et malheureusement, le frère de Zeina, il rentre plus tôt que prévu. Zeina, elle, dans la précipitation, elle fait sortir Amar par derrière. Donc Amar et le frère de Zeina ne se croisent pas. Mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Parce que Amar, il n'a pas eu d'explication par rapport à ça. Pendant 6 mois, Zeina, elle est punie parce que justement, ils ont cramé que Amar était venu. Au bout de 6 mois, Zeina, elle reprend contact avec son petit ami. Elle lui explique qu'elle était punie et qu'elle n'en peut plus. Qu'elle a envie de fuir de chez elle. Qu'elle a besoin d'une solution parce qu'elle ne va pas tenir dans son domicile. En mai 2009, Zeina décide de fuir le domicile familial. Elle emménage dans un premier temps chez une copine qui l'héberge et quelques temps après, elle trouve une place dans un refuge. C'est là qu'elle et Amar ils vont décider de célébrer leur mariage. Et quand Touba, la mère de Zeina, elle apprend ça, elle reprend directement contact avec sa fille. Elle lui dit qu'elle est ok pour le mariage, qu'elle n'y voit pas de problème, mais elle veut juste que sa fille elle rentre au domicile familial. Le 18 mai 2009, le mariage de Zeina et Amar a lieu dans une mosquée de Montréal. Le lendemain de ce mariage, du halal, ils décident de faire une petite réception dans un restaurant iranien. Et c'est la première fois que les deux familles se rencontrent. Je vous l'ai dit, Moammar Shafia, lui, il est contre le mariage de base. Donc il n'est même pas présent le jour du halal, ni le jour de la réception. Quand ils arrivent à la réception, la famille d'Amar, ils sont très impolis avec la famille de Zeina, pour 2 choses. L'une, c'est qu'à la base, ils ne voulaient pas d'Amar. Ils ne se sont même pas déplacés pour demander la main de Amar. Ils n'ont même pas cherché à rencontrer la famille ni à savoir qui était Amar. Ça, ils l'ont appris. Deuxième chose, c'est que Zeina a fugué. Et pour la famille d'Amar, qui est d'origine pakistanaise, pour eux, c'est inconcevable. Tu n'épouses pas une fille qui a fui de chez elle, sans l'approbation de ses parents en plus. Donc quand ils rencontrent Touba, la mère de Zeina, autant vous dire que ça passe pas du tout. Hein. Ils ne la calculent pas. Et alors que le halal vient à peine d'être célébré, Zeina l'annule. Elle explique à Amar qu'elle ne peut pas l'épouser si, de son côté, sa famille ne fait aucun effort également. Elle pensait qu'il n'y avait que sa famille qui ne voulait pas. Mais le jour de la réception dans le restaurant, en fait, elle se rend compte que la famille d'Amar ne l'apprécie pas non plus. Elle était prête à tout donner pour lui, donc à lâcher sa famille. Mais comment voulez-vous qu'elle lâche sa famille si la famille de Amar ne l'accepte même pas? Elle annule le mariage. Touba est contente, elle rentre chez elle avec sa fille qui en pleure. Et en fait, le problème, c'est que dans la communauté afghane, ça commence à parler. Wesh, mais comment la fille de Moammar Shafia, elle épouse un Pakistanais? En plus, il n'est même pas de la même ethnie. Ah, parce qu'en plus, ils ont annulé le mariage. Vous avez compris, les veaux de vouloir. Quand Moammar Shafia s'arrive à ses oreilles ce qui s'est passé, il le vit comme une humiliation. Il explique au frère de Touba que si lui, il avait été présent, il aurait juste tué sa fille. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi personne ne veut tuer sa fille. Vous l'aurez compris, pour Moammar Shafia, épouser une personne d'une autre origine ou d'une autre culture, ou même d'une autre ethnie que la sienne, c'est compliqué. Et ça, Zeina en a fait les frais. Vous l'avez compris, au-delà de la violence physique, de la violence verbale, elles vivent comme des prisonnières. Mais vous voyez là, pendant tout le temps où Zeina faisait son truc avec le Pakistanais, il y en a une qui vivait la même chose. Sauf que le mec de Sahar, la deuxième fille de Touba et Moammar, il n'est pas pakistanais. Hein. Il n'est pas indien, c'est pas un mec du Bangladesh, c'est pas un mec du... Rien. Il est andurien catholique. Vous imaginez le choc pour la famille? Donc quand Sahar se met en couple avec Ricardo, parce qu'il s'appelle Ricardo, elle le garde secret à mort. Elle lui fait comprendre, comme Zeina et Amar, qu'il ne faut absolument pas que son frère soit au courant. Et quelques semaines après que Sahar se soit mis en couple avec Ricardo, elle va croiser l'un de ses frères dans un restaurant. Il va commencer à questionner Ricardo. Tu fais quoi avec ma sœur? Est-ce que c'est ta meuf? Tu la connais depuis combien de temps? Ricardo, qui aura été briefé par Sahar quelques temps avant, il va tout nier. C'est pas ma copine c'est sa copine qui est juste à côté, je ne la connais pas, enfin bref, il nie tout. Mais Sahar, elle le sent pas. Quelque temps après que le frère de Sahar les ait surpris au restaurant avec Ricardo, Sahar, elle est très paniquée. Donc quand elle reprend les cours, elle demande à faire un signalement à la DPJ. Lors de ce signalement, elle explique que son frère l'a croisée au restaurant avec un garçon et qu'elle est sûre qu'il va la dénoncer. Elle a vraiment peur de ce que son père va lui faire. Elle explique qu'elle est victime de violences physiques, mais ça, elle l'a déjà dit à la DPJ 2 fois et ils n'ont rien fait.
à part appeler ses parents qui sont venus la récupérer, mais que là, elle est sûre que cette fois-ci, ça ira plus loin que de la violence physique. Malheureusement, comme d'habitude, ils font rien du tout. Ils l'écoutent pas et Sarah, elle rentre chez elle. Quant à Getty, la troisième des sœurs, on apprend qu'elle c'est plutôt des problèmes de comportement. Absentéisme, retard en cours, tenue inadéquate. On dirait qu'elle essaie de se faire remarquer, vol de muffins, alors qu'elle sort d'une famille quand même assez aisée. Alors bien qu'il y ait des violences physiques, il manque de rien, que ce soit téléphone, vêtements, nourriture. À ce niveau-là, la travailleuse sociale, elle dira qu'il manquerait de rien. Donc eux, ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi elle volait en fait. Au début, ils n'arrivaient pas à comprendre. Les travailleurs sociaux ont également parlé de tenues inappropriées. Je rappelle qu'à ce moment-là, Getty, elle a 13 ans. Et pour eux, elle vient à l'école avec des tenues qu'elle n'a pas à mettre pour son âge. Donc tous ces éléments-là réunis, les tenues inadéquates, les vols, les retards, les absences, font que l'école va contacter la maman de Getty, Touba, pour tout lui expliquer. Quand ils ont Touba au téléphone, Touba l'explique qu'elle ne sait plus quoi faire, que sa fille elle est ingérable. Et que si Getty elle se comporte comme ça, c'est parce qu'elle veut que la DPJ intervienne à son domicile. Et comme à chaque fois qu'ils vont avoir la famille au téléphone après un signalement ou après un comportement suspect des filles, ben en fait ils vont pas chercher à creuser. Et moi ça c'est un truc qui me fout la haine. J'arrive pas à comprendre dans quel monde tu es travailleur social, il y a un enfant qui vient te voir pour te dire que ses parents le maltraitent, et toi la première chose que tu fais comme t'es con, c'est de prendre ton téléphone et d'appeler la famille. Oui bonjour, j'ai votre fille en face de moi qui me dit que vous la frappez, alors est-ce que c'est vrai ou faux? Bah non c'est faux. Ah très bien, je me disais aussi, et tu raccroches. Mais à quel moment il y a quelque chose qui ne tourne pas? En fait, j'arrive pas à comprendre. On dirait que parfois, l'ASE, les éducateurs, ils sont là plus pour te mettre dans la merde que pour t'en sortir. Parce que ces filles-là, elles ont pas fait qu'un signalement. Hein. Il y en a eu au moins 4 ou 5 des signalements. Mais à chaque fois, le travailleur social en face, il appelait la famille. Et à chaque fois, la famille disait que c'était faux. Et quand elle rentrait à la maison le lendemain, quand elle revenait à l'école, elle changeait de version. Mais moi, ça m'aurait alerté directement. C'est des choses qui ne trompent pas. On sait très bien que les enfants battus, la plupart du temps, quand ils arrivent à l'école, c'est ceux qui se font le plus remarquer. Et il y en a qui vont se mettre vraiment en retrait, etc., en mode ils ont peur de tout. Mais il y en a, la plupart, ils se font remarquer, toujours dans les coups fourrés, toujours dans les bêtises, parce qu'au domicile, ça ne va pas. Quand vous voyez qu'une fille qui a un papa, puisque le père de ces filles-là, il avait quand même un centre commercial... Putain, il avait où son centre commercial? Il avait un centre commercial qui coûte à peu près 2 millions d'euros. Il n'avait pas de problème d'argent. Ils étaient propriétaires de la maison. Je vais vous mettre des images de la maison. La maison, c'est une dinguerie. J'ajoute à ça qu'on apprendra plus tard au cours de l'enquête qu'en fait, si Getty, elle faisait tout ça, c'est parce qu'elle a appris que ses sœurs allaient se fiancer à leurs petites amies respectives et qu'elle ne voulait pas rester seule à la maison. Donc elle s'est dit qu'en faisant intervenir la DPJ, elle serait sans doute placée dans un foyer ou dans un refuge comme Zeyna la première fois. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça me dégoûte. Comment en tant que travailleur social, un enfant il vient se plaindre auprès de toi? Moi je suis même pas travailleur social s'il y a un enfant qui vient me voir et qui me dit que ses parents le battent et me dit pas on est des caves et tout, j'en ai rien à foutre. Tu ne frappes pas un enfant. Tu ne frappes personne déjà, mais encore moins un enfant. On ne punit pas un enfant avec quelque chose qu'on interdit à l'enfant de faire. C'est-à-dire que ces parents-là, ils vont frapper leur gosse. Et pourtant, si leur gosse se bat de main dehors en disant qu'ils se sont juste défendus, que la personne qui est en face d'eux a fait une bêtise, mais il faut voir la dinguerie qu'ils vont faire. Le 13 juin, Moammar Shafia et son fils Ahmed rentrent de Dubaï. Ils étaient en voyage et du coup, tout ce qui est mariage de Zeyna, l'histoire avec Sar, les problèmes avec Getty, en fait, ils n'étaient pas là quand ça se passait. Ils étaient informés, hein, mais ils n'étaient pas sur place quand tout ça se passait. Quand Moammar Shafia et son fils rentrent de Dubaï, Moammar Shafia il fait une réunion de famille. Il explique à Zeyna qu'il l'a pardonné. C'est-à-dire que le mariage qu'elle a eu avec Ammar, il est passé au-dessus. Il explique à Sar et Getty qu'il comprend. C'est des jeunes filles, elles ont envie de vivre. C'est devenu un homme ouvert d'esprit, un nouveau Moammar Shafia. Et pour fêter ça, le 22 juin, il annonce à toute la famille qu'ils partent en voyage aux chutes du Niagara. Donc le lendemain, le 23 juin, ils prennent la route. Ils partent avec une voiture, une Nissan qui appartient à la famille, et une Lexus qu'ils vont prendre pour la route. Sur le trajet, les filles, elles sont scotchées à leur téléphone. Elles n'arrêtent pas d'envoyer des photos, des SMS à leur amie, à leur petite amie. Pour elles, tout va mieux. Elles expliquent que leur père les amène en voyage, qu'il a changé, que c'est plus le même homme. Miskina, elles étaient juste naïves. Quand elles arrivent là-bas, tout se passe bien. Elles passent un bon petit séjour, aucun problème, personne ne s'est fait frapper, pas de violence physique ou verbale. Moammar Shafia, elle a vraiment l'air d'avoir changé. Le 29, c'est le jour du retour. Sur le retour, les filles, elles montent en voiture avec Rona. Donc, Sahar, Getty et Zeyna, elles montent dans la même voiture que Rona. Sur le trajet du retour, c'est pareil qu'à l'aller. Elles sont scotchées à leur téléphone. Elles envoient SMS, photos. Et à 22h54, Sahar elle reçoit l'appel d'une de ses meilleures amies, avec qui elle va rester au téléphone une trentaine de minutes. Elle finit par raccrocher
Et après cet appel-là, on s'aperçoit qu'en fait, elle reçoit des SMS, elle reçoit des appels, mais elle y répond plus. Jusqu'à ce que son téléphone y s'éteigne. Le 30 juin 2009, on retrouve le corps de Rona dans une voiture qui est tombée dans le canal du Rideau. Mais si vous avez suivi l'histoire jusqu'ici, vous avez déjà tout compris. De la voiture, il n'y avait pas que Rona. Il y avait également Giti, Zeyna et Sahar. Les 4 sont mortes. À l'arrivée de la police, je vous l'ai dit, au début, ils pensent à un accident de voiture. Mais il y a certains éléments qui paraissent incohérents. Les voici. On apprend dans un premier temps que le levier de vitesse, qui normalement aurait dû être placé en marche arrière, était placé en mode première. Et pour les policiers, c'est pas logique parce que si demain tu es sur le point de tomber dans un ravin ou dans un canal, le premier réflexe que tu vas avoir, c'est de mettre le levier de vitesse en marche arrière directement. Là, il est en mode première. Bon, vas-y, peut-être coïncidence. Autre chose, la clé elle est bien dans le contact, enfin la clé elle est bien dans le moteur, là, dans la voiture, mais la voiture n'a pas été démarrée. Donc soit la voiture elle a volé jusqu'au canal, soit la voiture elle a été poussée dans le canal. Troisième élément, Giti, qui est âgée de 13 ans, son corps il flotte niveau conducteur. Comment une jeune fille de 13 ans qui n'a jamais conduit et qui ne sait pas conduire, elle prend le volant. Autre chose, il remarque que les phares arrière sont cassés, comme s'il y avait eu un impact. Ok. Et la dernière chose et la chose la plus troublante, et ça on l'apprend au cours de l'enquête, les 4 passagers sont inconscients au moment où elle se noie. Comment c'est possible? Autre chose, la fenêtre côté conducteur, elle était baissée. Et les ceintures, elles n'étaient pas attachées. Donc en fait, si elles avaient senti qu'elles se noyaient ou si elles avaient remarqué un truc, elles auraient eu tout le temps pour sortir du véhicule. Encore une fois, il ne s'est rien passé. En menant l'enquête, ils ont également découvert, en plus de tous ces éléments-là qui sont déjà accablants, que Ahmed, le frère de Sahar, Giti et Zeyna, a fait des recherches quelque temps plus tôt sur comment tuer quelqu'un, où tuer quelqu'un, dans quel endroit commettre le crime parfait. Voilà les recherches que tu fais quand tu vas tuer quelqu'un. Et bien, il les a faites. On n'a pas besoin de faire Saint-Cyr pour comprendre ce qui s'est passé. Les enquêteurs y comprennent rapidement qu'ils ont affaire à un crime d'honneur. Le 1er juillet, la police perquisitionne le domicile des Chafia. Et en faisant une perquisition, ils tombent sur le véhicule principal de la famille. Et ils observent que sur ce véhicule, les phares de devant sont cassés. Comme s'ils avaient tapé quelque chose. Ok, peut-être une coïncidence, vous me direz. Le 3 juillet 2009, Touba et Mouammar passent à la télé pour la première fois. Et ils expliquent que c'est leur fille Zeyna qui a pris les clés de la voiture, qui l'a conduit et qui a commis l'accident. Ils expliquent qu'elle ne savait pas conduire et qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi elle a fait ça. Et Touba, elle va donner cette version à chaque fois qu'un média va l'approcher. Le 5 juillet 2009 a lieu l'enterrement des filles. Elles sont enterrées dans un cimetière musulman au Canada. Et le 18 juillet 2009, la famille Chafia est reconvoquée à Kingston. Donc Mouammar, Ahmed et Touba, ils se rendent à Kingston. Quand ils arrivent à Kingston, la police les auditionne dans les locaux. Et pendant ce temps-là, il y a des officiers qui vont placer des micros dans la voiture. La famille Chafia, elle s'en va sans se rendre compte qu'il y a des micros dans la voiture. Et quand la police va écouter les enregistrements, ce qu'ils vont entendre va faire froid dans le dos. Moi, personnellement, j'ai pris des notes que je vais vous lire. Parce que j'ai pas pu retenir ça de tête. Mais même si on dit tu es le diable en personne, comment tu peux faire ça et dire ça de tes filles? Donc voici ce qu'il y a dans les enregistrements. Désormais, nous n'avons plus aucun poids sur le cœur, à penser que notre fille est dans les bras d'un tel ou d'un tel. Que Dieu les maudisse ainsi que leur espèce, que le diable chie sur leur tombe. Est-ce comme ça que des filles doivent se comporter? Dans un autre enregistrement, on entend « Non tout bas, elles se sont trahies elles-mêmes et nous ont trahis également. Pour l'amour de Dieu, maudit soit notre vie. Quand je te dis de patienter, tu me dis que c'est trop dur. Ce n'est pas plus dur que de voir tes filles dans les bras d'un autre homme. Rien n'est plus important que mon honneur. » Alors vous vous doutez bien qu'après l'écoute des enregistrements, il n'y a plus aucun doute. Et donc le 22 juillet, ils vont arrêter Touba, Ahmed et Mouammar Chafia. Les 3 vont être inculpés pour meurtre au premier degré et complot pour meurtre. Le problème dans cette affaire, c'est qu'en fait, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On ne sait pas exactement comment elles ont été tuées. On sait qu'elles étaient inconscientes avant la noyade. On sait qu'il y avait des coups, je ne sais pas si je l'ai dit, mais les 4, elles avaient reçu des coups au niveau de la tête. Mais en fait, on ne sait pas exactement quel a été le cheminement. On sait qu'à 22h54, c'est le dernier moment où elle envoie des SMS Sahar. Mais on ne sait pas comment la voiture s'est arrêtée, est-ce qu'il les a tués puis remis dans le véhicule. Enfin, je pense qu'il les a assommés puis mis dans le véhicule, mais on n'a pas de... On ne peut pas faire de reconstitution. On n'a pas de fait d'éléments qui peuvent attester que l'histoire s'est déroulée comme ça.
On a des éléments matériels et des éléments médicaux qui nous disent qu'elles étaient mortes, enfin, inconscientes avant de tomber dans l'eau, qu'il y a eu tel et tel SMS envoyé à telle heure, donc on sait qu'elles étaient encore conscientes, mais on ne sait pas à quel moment, comment elles sont descendues du véhicule, ce qu'il leur a dit, ça on ne le sait pas. Ça, on ne le sait pas. Le 29 janvier, les 3 vont être condamnés à la prison à perpétuité avec une possibilité de liberté conditionnelle au bout de 25 ans. Même ça, c'est honteux. Avec une possibilité de liberté conditionnelle au bout de 25 ans, c'est même pas l'âge qu'elle avait Litchi dans la voiture, quand elle est morte. Moi, j'arrive pas à comprendre la justice, je vous dis la vérité, hein. J'arrive pas avec ça. Ça, c'est de la perpétuité, basta. C'est de la perpétuité, basta. Ils ont assassiné 4 personnes gratuits comme ça. Au nom de quoi? Parce que eux, l'accusation parle de crime d'honneur. Mais même le terme, il me fout la haine, en fait. Crime de quoi? Quel déshonneur, plutôt? J'arrive même pas à y croire. Guitti, elle avait 13 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. En fait, j'arrive pas à y croire. Rona, elle a subi toute sa vie. Le mariage forcé, être une femme battue. Elle est passée du statut de femme au statut d'animal. Parce que vous allez dire servante, non, ça c'est animal. Aujourd'hui, Touba, elle nous fait croire qu'elle a changé, que loin de moi marche Afia, elle se sent renaître et libre. Mais toi, ferme ta bouche, j'espère que tu vas jamais sortir de prison. Et ils sont en train de nous faire croire que Touba, elle a changé, parce que, renseignez-vous, ils sont en mode, ouais, Touba, vraiment, elle a ouvert les yeux. Quelle ouvert les yeux? Elle a fait la misère à Rona. Elle a fait la misère à Rona, elle a perquis son passeport. Et puis, autre chose, c'était prémédité tout ça, parce que avant qu'ils reviennent à Kingston, là, avant qu'ils reviennent au Canada, quand il est venu et qu'il a dit qu'il avait changé, c'est faux. Ils avaient juste vu des photos des filles. Des photos un peu olé olé. Et dès lors, ils ont dit, ok, eux, c'est mort. On rentre au Canada, on les fume. Ça a été prémédité. Encore, tu me dis, oui, il y a une dispute familiale, il y a un coup qui est parti. Même ça, c'est chaud. Mais vas-y, à la rigueur. Ça a été prémédité. La daronne, elle était au courant. Et apparemment, c'est Touba qui a demandé à ce qu'on élimine Rona. Elle aurait dit à Muammar Shafia, tu veux tuer mes filles, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas, tu tues ta première femme aussi. 25 ans. Et ce qui me désole le plus dans l'histoire, c'est les travailleurs sociaux. Mais changer de métier, bande de clochards. Changer de métier. Comment on peut faire un tel métier et laisser les gens dans la détresse comme ça? Voilà, j'arrive pas à y croire. Un crime d'honneur. Fin de la story.